Imagine, tu es perdu, seul dans le noir, avec tes parents au téléphone pour seul repère, et tu disparais. Une nuit normale, un trajet banal et une disparition qui va devenir un mystère inexpliqué. Bienvenue dans votre nouvelle Kagetan Chronicles. On est le 14 mai 2008. Ce jour-là, il fait beau, on se rapproche de l'été et des grandes vacances. Mais surtout, c'est la fin des examens pour une bonne partie des étudiants. C'est aussi le cas pour Brandon Swanson, un jeune homme de 19 ans qui vient tout juste de finir sa première année à l'université. Et comme souvent à cette période, fin d'année rime avec fête universitaire pour célébrer ça. Il rejoint ses amis ainsi chez eux le soir, dans les alentours de Lind, une petite ville rurale du Minnesota. Ils discutent, profitent de la soirée, boivent un peu, une fête tout ce qu'il y a de plus classique. Plus tard dans la soirée, Brandon décide de reprendre la route. Mais avant de rentrer chez lui, il choisit de faire un détour pour aller voir un ami à une autre soirée près de Canby. Une fois la soirée terminée, il repart seul en voiture. Ses amis lui disent au revoir et Brandon s'enfonce seul dans la nuit à bord de sa Chevrolet Lumina. Ils ne le savent pas encore, mais c'est la dernière fois qu'ils le verront. Bien que capable de conduire, mais ayant consommé un peu d'alcool, Brandon préfère éviter l'axe principal et le risque de se faire contrôler par la police par précaution. Il décide alors d'emprunter des routes secondaires vers Marshall, quitte à rallonger un peu son trajet. Il passe alors par des routes de campagne qui se ressemblent toutes pour la plupart, entourées par des champs à perte de vue et très peu éclairés. À cette heure tardive, il ne croise quasiment personne sur ces routes isolées. Malheureusement, avec peu de visibilité et un peu fatigué, Brandon finit par perdre le contrôle de sa trajectoire et sa voiture finit dans un fossé le long d'un chemin rural. Rien de dramatique, il n'est pas blessé, sa voiture n'a pas de gros dégâts, mais malheureusement pour lui, sa voiture est coincée. Impossible de repartir. Brandon n'ayant pas d'autre choix, il décide d'appeler ses parents. Il leur explique la situation et leur demande de venir le chercher, n'étant plus très loin de chez eux. Sans perdre de temps, ses parents prennent la route direction les zones rurales près de Lint afin d'aller le récupérer. Toujours au téléphone et ses parents n'étant plus très loin, Brandon tente tant bien que mal de leur décrire ce qu'il voit pour pouvoir les guider. Ses parents, tout proches mais ne le trouvant toujours pas, Brandon tente alors de faire des appels de phare pour pouvoir se rendre un peu plus visible. Sans succès. Après une dizaine de minutes environ, et perdant un peu patience, Brandon prend la décision de sortir de la voiture et de marcher, malgré les protestations de son père qui lui demande de rester près du véhicule. Brandon s'enfonce alors dans la nuit, à pied, avec pour seul éclairage la luminosité de son téléphone. Il décrit absolument tout ce qu'il voit à ses parents, mais sans jamais les croiser. Malgré leurs efforts, mais ne parvenant toujours pas à se rejoindre, Brandon aperçoit les lumières de la ville au loin et a alors une idée. Il décide de s'y rendre à pied, convaincu que ce sera plus simple de se retrouver là-bas. La route étant très longue, il décide de couper à travers les champs. Il traverse des fossés, des clôtures, des terrains agricoles, tout en restant en ligne avec ses parents. Brandon continue de leur parler, de donner des indications sur ce qu'il fait, lorsque tout à coup, il s'arrête et s'exclame « Oh shit !» que l'on peut traduire par « Oh merde !» Ses parents, ne l'entendant plus, l'appellent par son prénom, tentent de le faire réagir, d'avoir une explication pour savoir ce qu'il se passe. Mais rien. Quelques secondes passent, puis l'appel finit par se couper. Persuadé d'être tout proche de lui, il sillonne alors les routes alentours, cherchant sa voiture accidentée et réitère les appels en boucle. Mais aucun signe de Brandon. Et sans le savoir, ils viennent de lui parler pour la dernière fois. Au petit matin, ses parents décident d'aller alerter la police de sa disparition. Dans un premier temps, les autorités se montrent prudentes. En raison de son âge et du peu de temps écoulé, elles estiment qu'il pourrait simplement s'être perdu, mais elles finissent tout de même par lancer les recherches. Plus tard dans la journée, la voiture accidentée est enfin retrouvée, grâce à la dernière antenne où a borné son téléphone. Et là, c'est la stupeur. La voiture est retrouvée près de Taunton, à environ 40 km du lieu où pensait se trouver Brandon ce soir-là. Autrement dit, ses parents n'auraient jamais pu le retrouver cette nuit-là. À partir de la voiture, les enquêteurs tentent de reconstituer son parcours. Ils s'appuient sur les derniers échanges au téléphone avec son père et des chiens pisteurs. La piste
les mènent jusqu'à une zone située près de la Yellow Medicine River, une rivière rurale. Puis, brutalement, la piste se brouille. Plus rien. Aucun signe de Brandon. Les jours suivants, les recherches s'intensifient. Hélicoptères, bénévoles et équipes à pied, recherche aquatique, participent activement à sa recherche. Toute la région est passée au crible. Mais on ne retrouve absolument rien. Aucun corps, aucun bout de vêtement ou d'effet personnel, ni même son téléphone. C'est comme si Brandon avait totalement disparu en une fraction de seconde. Les recherches échouent à chaque fois et l'affaire se transforme en une disparition longue durée au fil des années. Certaines zones comme les champs et la rivière près du lieu de la disparition seront fouillées et refouillées, mais on ne retrouvera jamais aucune trace ni même aucun indice de Brandon. Mais qu'est-il arrivé à Brandon cette nuit-là? C'est la question que tout le monde se pose et voici les théories qui reviennent le plus souvent. Beaucoup de personnes pensent que cette nuit-là, Brandon aurait pu faire une mauvaise chute dans la rivière et être emporté par le courant. Il est en effet plongé dans l'obscurité totale, sans savoir réellement où il se trouve. Pendant l'appel avec son père, il mentionne même entendre de l'eau à proximité. Dans ce contexte, il est très facile d'imaginer qu'il ait pu ne pas voir le bord d'une berge et tomber accidentellement dans la rivière. D'autant plus que les chiens pisteurs semblent initialement se diriger dans cette direction avant de perdre sa trace. C'est d'ailleurs la théorie privilégiée par de nombreuses personnes. Mais elle n'est pas sans contradiction. La Yellow Medicine River n'est pas une rivière très profonde. À certains endroits, elle peut même être traversée avec de l'eau seulement arrivant aux genoux. Et surtout, malgré des recherches intensives, la rivière a été fouillée à de nombreuses reprises sans jamais rien révéler. Aucun signe de Brandon, aucun objet, rien. Imaginons à présent un autre scénario. Brandon avance dans l'obscurité, mais ne tombe pas du tout dans la rivière, mais plutôt dans un fossé autour d'un champ, ou encore dans un ancien puits agricole par exemple. Il se blesse, casse son téléphone, sans pouvoir ressortir de là où il est tombé. En effet, dans la nuit, traverser les champs peut s'avérer être une tâche extrêmement compliquée. Surtout que ce sont des chemins très instables et qu'il traverse par moments des clôtures et des fossés. Il n'est pas interdit de penser qu'il aurait pu avoir un accident pendant sa traversée. Mais là encore, on n'a retrouvé aucune trace de lui après tout ce temps. Et si Brandon avait simplement croisé quelqu'un cette nuit-là? Une personne isolée, dans ces routes désertes du Minnesota. À ce moment précis, il est seul, perdu au milieu de nulle part. Dans ce décor, il devient une cible extrêmement vulnérable. Certains imaginent alors une rencontre inattendue qui aurait mal tourné. Le fameux « oh shit » pourrait correspondre à une prise de conscience brutale, juste avant une agression ou un événement soudain. Et ensuite, plus rien. Ce qui renforce cette hypothèse, c'est l'absence totale de traces. Aucun signe de lutte, aucun objet abandonné. Mais pour les enquêteurs, cette théorie reste fragile. Non pas parce qu'elle est impossible, mais parce que la probabilité qu'une autre personne se trouve exactement au même endroit, au même moment, dans une zone aussi isolée, reste très faible. Et surtout, aucun élément matériel ne permet de l'appuyer. Imaginons maintenant un autre scénario. Brandon tombe dans un champ, se blesse et son téléphone est détruit. Il n'a plus aucun moyen de contacter ses parents. Coincé dans l'obscurité, il reste totalement invisible au milieu de ces larges zones agricoles. Et au petit matin, une autre hypothèse revient souvent dans les discussions en ligne. Celle d'un accident impliquant des machines agricoles lors du début du travail dans les champs. Dans ce cas de figure, la faible visibilité et l'immensité des exploitations agricoles pourraient, en théorie, rendre un tel événement difficile à remarquer immédiatement. Certains vont même plus loin et imaginent une dissimulation de l'accident. Mais cette idée reste purement spéculative. Elle repose surtout sur une question qui revient souvent dans cette affaire. Comment expliquer qu'aucune trace n'ait été retrouvée après tout ce temps? Ce qui alimente aussi ces débats, c'est que certaines zones privées n'ont pas pu être fouillées entièrement. Certains propriétaires ayant limité ou refusé l'accès à leurs terres pour des raisons liées à leur activité agricole. Mais pour les enquêteurs, sans éléments concrets, aucune de ces hypothèses ne peut être affirmée. Et toi, c'est quoi ta théorie?
Dis-le moi en commentaire, je serai ravi de connaître vos avis. À titre personnel, j'hésite vraiment entre la théorie de la rivière et celle de l'accident dissimulé. Car après autant de temps, je trouve cela quand même super étrange que l'on n'ait jamais retrouvé aucune trace de Brandon. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne louper aucune autre Kagetan Chronicles. Et en attendant, je vous dis à très vite.